Bonjour à tous, nous allons embrayer avec une deuxième vidéo qu'on va toujours consacrer à Little Navmap. Et là on va s'intéresser à l'environnement, un petit peu à l'environnement du logiciel, à l'aménagement des fenêtres, etc., etc. Dans la première vidéo, je vous avais présenté comment installer, télécharger, installer et paramétrer vraiment à la base ce logiciel pour qu'il soit fonctionnel. Maintenant, on va regarder un petit peu son environnement de travail. Alors là, il est lancé, vous l'avez à l'écran, et vous voyez qu'il se présente sous la forme d'un logiciel assez classique, sous Windows notamment. C'est un petit peu une présentation, je dirais, à l'ancienne, avec des menus déroulants, des barres d'outils et des fenêtres. Alors, souvent, il y a plusieurs manières de réaliser une même chose. Alors vous avez soit des boutons, soit des menus déroulants, et vous avez éventuellement des raccourcis clavier avec des combinaisons de touches. Vous avez parfois également, avec le clic droit de la souris, des menus contextuels qui s'affichent. Évidemment, on va pas voir toutes les fonctions en détail, ça serait beaucoup trop long. Mais on va voir le principe, comment paramétrer votre environnement de travail de manière à ce qu'il soit adapté à vos besoins. Alors les menus déroulants, on va pas en dire grand chose parce que voilà, ce sont des menus déroulants, il n'y a rien à dire. Les barres d'outils, on va les détailler un petit peu. Alors vous avez une barre d'outils en haut ici, avec des boutons, et vous avez une deuxième barre ici avec des boutons. Alors cette deuxième barre, elle comporte des groupes de boutons, des groupes d'outils, et ces groupes sont séparés par un séparateur. Alors vous voyez que quand vous déplacez votre curseur de souris par endroit, il prend une forme comme ça d'une flèche à 4 pointes. Et bien, si vous faites un clic gauche, vous pouvez tout à fait déplacer cette petite barre d'outils, cette mini barre d'outils, un peu comme une palette. Et vous pouvez même ici aller la coller ailleurs. Vous pouvez aménager ça un peu comme vous l'entendez. Voilà. Bon, c'est une option que moi je n'utilise pas, mais je vous la signale. Le plus intéressant, ça va être les fenêtres. Donc vous avez des fenêtres ici qui s'affichent. Alors vous voyez que vous avez une fenêtre. Alors on va remettre la configuration par défaut. Vous allez aller ici dans Fenêtres et vous allez aller dans Rétablir la configuration par défaut des fenêtres. Voilà. Et ça vous affiche ceci. Donc ça, c'est normalement ce que vous avez au lancement, au premier lancement de Little Navmap. Cet environnement-là, il n'est pas très ergonomique, il n'est pas très pratique. La carte, elle est assez rikiki. Enfin, pour moi, ça ne me convient pas du tout. Alors, vous pouvez redimensionner ces fenêtres. Vous voyez, quand vous promenez toujours le curseur de la souris, alors il faut être assez délicat. Oui, ça prend une forme particulière. Avec un clic gauche, vous pouvez comme ça modifier en largeur, mais également en hauteur vos fenêtres. Vous voyez que vous avez une fenêtre principale qui est évidemment la carte. Alors quand on fait un plan de vol, c'est évidemment un élément extrêmement important. Vous pouvez avec ce bouton-là, la mettre en plein écran. Ça c'est très pratique. Alors on peut zoomer, dézoomer avec la molette. On peut bien sûr clic gauche. Vous voyez le curseur prend la forme d'une main. Clic gauche, vous faites un glisser-déplacer. Vous avez également ceci qui permet de zoomer, dézoomer. Vous avez ceci qui permet de vous déplacer, que je n'utilise pas. Moi j'aime bien la souris, je pense que c'est ce qu'il y a de plus pratique. On quitte le mode plein écran avec ici ce petit bouton et voilà, on revient ici. Les fenêtres que vous avez ici, vous voyez qu'elles sont un petit peu comme des fenêtres Windows, en haut à droite vous avez des petits boutons, vous pouvez les fermer. Hop là, voilà, vous pouvez les fermer. Alors vous allez me dire, une fois qu'on les a fermés, on est bien avancé. Alors rassurez-vous, vous pouvez très facilement les faire réapparaître ici avec ces boutons. Alors, vous avez un groupe de boutons ici qui principalement s'occupe des fenêtres. Donc hop. Et j'en oublie un, j'en oublie toujours un. Non, j'ai peut-être pas oublié. Non, j'ai rien oublié. Non, j'ai pas oublié. Voilà, vous pouvez également directement, avec ces boutons, vous pouvez tout à fait faire disparaître ces fenêtres directement en cliquant sur ces boutons. Par exemple. Si par exemple vous avez un environnement de travail comme ça qui vous convient et que vous aimez travailler comme ça, ou en tout cas pour accomplir peut-être certaines tâches, vous considérez que cette façon de présenter votre espace de travail convient par exemple pour préparer un plan de vol, vous pouvez tout à fait mémoriser cet environnement-là. Vous allez dans Fenêtres et vous faites sauver la disposition des fenêtres sous.
Là, vous avez ceci qui s'affiche. Et là, tout simplement, vous allez lui donner un nom. Alors, par exemple, moi, on va l'appeler base. Hein. Ici, vous voyez, j'ai déjà un truc qui s'appelle base, mais on va l'appeler base, hein, par exemple. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, vous faites enregistrer. Bon, là, comme il existe déjà, j'ai un petit message d'avertissement. Oui, alors, je confirme. Maintenant, si vous avez modifié votre environnement, par exemple, comme ceci, et que vous vouliez retrouver votre environnement précédent, bah, vous allez dans Fenêtre, hein. Ouvrir la disposition des fenêtres, vous allez dans Base, vous faites Ouvrir, et vous avez cet environnement-là. Vous pouvez en mémoriser évidemment plusieurs. Vous voyez que ces fenêtres ici comportent des onglets. Ces onglets, vous pouvez directement les supprimer ou les déplacer pour les intervertir. Ici, vous avez un menu qui permet de les faire réapparaître, hein, en cochant les cases, ou de les supprimer, hein, en décochant les cases. Tout simplement. C'est très, très facile. S'il y a des onglets que vous n'utilisez pas, vous pouvez les faire disparaître. Vous pouvez également, si vous avez peur de modifier parfois par erreur, hein, ces onglets en les manipulant comme ça, en cliquant par exemple par erreur sur la croix, hein, ça peut arriver, de faire disparaître l'onglet, c'est embêtant, vous pouvez les verrouiller. Vous avez ici un verrouillage des onglets. Et là, vous voyez que vous ne pouvez plus les faire disparaître, ni les déplacer. Il faudra passer ici par ce menu. C'est pas mal de les verrouiller. Ça vous évitera des erreurs, hein, des petites choses comme ça, des fois un peu désagréables. Ces fenêtres, hein, vous pouvez tout à fait les glisser et les déplacer, et les redimensionner donc comme vous voulez. Vous pouvez également, alors vous voyez qu'il y a des fenêtres comme ça, que vous allez pouvoir agencer comme ça les unes au-dessus des autres, ou les unes à côté des autres. Vous pouvez également, alors ça peut être une option intéressante, hein, parfois, ça c'est à vous de voir, vous pouvez tout à fait voilà, avoir des fenêtres comme ça, vous pouvez séparer. Alors, vous voyez que ici j'ai une fenêtre avion simulateur, j'ai une fenêtre recherche, et j'ai deux fenêtres différentes. Maintenant, si j'estime que moi, afficher ces deux fenêtres-là, ça ne m'intéresse pas forcément de les avoir comme ça, je préfère avoir peut-être un emplacement plus grand ou avoir un emplacement disponible peut-être pour afficher une autre fenêtre, eh bien, je fais un clic gauche ici sur la partie haute. Je vais la déplacer sur la fenêtre avec laquelle je veux la fusionner. Et vous voyez qu'ici, tout l'arrière-plan devient gris-bleu, un petit peu gris-bleu. Je relâche, et vous voyez que ici, vous avez deux onglets. Donc les deux fenêtres se sont superposées et je ne peux plus les afficher en même temps. Je peux les afficher alternativement avec un système d'onglets. On pourrait même mettre plusieurs fenêtres. On pourrait tout à fait ici aller chercher ces fenêtres-là. Et par exemple, voilà, je peux tout à fait faire ça. Et vous voyez que ici maintenant j'ai trois onglets. Planification de vol, recherche et avion simulateur. Alors moi, planification de vol, je veux l'avoir tout le temps sous le nez. Donc je vais la remettre ici. Je vais essayer de la remettre ici. Voilà, c'est pas mal. Et je vais redimensionner ça. Voilà. Donc c'est très souple. Alors, vous pouvez vraiment vous amuser comme ça à modifier votre environnement. Alors ensuite, si on passe à la carte, alors, vous pouvez faire un truc comme ça. Et vous pouvez, alors, vous pouvez faire un clic droit. Par contre, vous perdez les barres d'outils. Hein. Normalement, vous avez quand même les menus. Alors là, ici, vous pouvez normalement faire réapparaître les fenêtres éventuellement qui vous intéressent, hein, comme par exemple calcul du plan de vol. Alors ça, c'est autre chose, c'est un outil. Dans fenêtre, voilà. Planification, voilà. Vous pouvez quand même ici faire réapparaître ces fenêtres. Ah, voilà, plan de vol. Alors là, plan de vol, d'ailleurs, on va la déverrouiller parce que plan de vol, j'aime bien l'avoir à gauche. Voilà. Et maintenant, je peux reverrouiller. Voilà, vous pouvez comme ça. Hein, voilà. Alors, vous voyez qu'on est quand même un petit peu limité, hein, avec ce mode là. Donc on va l'enlever, on va revenir sur notre mode ici un peu plus classique, hein, et on va parler
de quelques petites options. Alors ces fenêtres-là, elles m'embêtent, donc je vais les enlever pour l'instant parce qu'elles ne m'intéressent pas. On va se faire une belle et grande carte. Voilà. Et vous avez beaucoup d'options ici d'affichage de la carte. Alors la carte, hein, voilà, c'est une carte mondiale. Hein. Alors Little Navmap, c'est voilà, un truc très complet. C'est le monde entier. Mais malheureusement, l'affichage, si vous le gérez mal, ça va vite devenir illisible. Alors, voilà. Donc attention quand même à ce que vous affichez. Alors vous avez des boutons qui permettent par exemple d'afficher les terrains. Alors ici je vous rappelle que nous sommes sur une version bêta. Alors la version bêta, c'est la version ici 2.7.9. On attend la 2.8, hein, mais pour l'instant on n'a que celle-ci. Donc ce que je vous montre là, c'est valable pour cette version. D'une version à l'autre, si vous avez une version plus ancienne ou peut-être une version plus récente, au moment où vous visualiserez cette vidéo, il est possible hein, que les outils diffèrent un petit peu, mais globalement c'est la même chose. Vous pouvez afficher les terrains. Alors les terrains, vous avez ici deux boutons. Sur la version précédente, il y en avait plusieurs, hein, ça se présentait un peu différemment, mais le principe, grosso modo, restait le même. Vous avez un premier bouton ici à gauche qui est un bouton on-off, hein, masqué, affiché. Le deuxième bouton ici, c'est un filtre qui vous permet d'afficher simplement certains terrains. Ça vous permet, alors vous pouvez bien sûr tout cocher, hein, vous pouvez tout afficher. Voilà. Vous pouvez tout afficher. Seulement, si vous affichez tout, parfois, ça risque de, voilà, ça risque de devenir... Alors, voilà, c'est le problème de l'affichage de X-Plane, hein, enfin de Little Navmap, c'est que parfois, ça devient un peu trop chargé. Alors, quand vous zoomez, ça devient un peu plus lisible, hein, mais c'est vrai que quand on est sur des zooms un petit peu éloignés, ça devient rapidement très chargé et souvent, malheureusement, illisible. Et là, vous n'avez que des terrains, parce que si je vous rajoute les VOR et les fixes et j'en passe, hein, bon, autant vous dire que ça va devenir rapidement très compliqué. Hein, ou les routes aériennes, hein, voilà, on peut afficher plein de choses, ça devient très rapidement assez compliqué. Sur ce chose-là, moi par exemple, il y a des choses que je n'affiche pas. Les terrains par exemple qui sont fermés, il y a des terrains qui sont fermés, hein, qui ne sont plus utilisés, je ne les affiche pas, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Si comme moi vous ne volez pas en hélicoptère, je n'ai rien contre les pilotes d'hélicoptère bien entendu, hein, mais si vous pilotez des avions, hein, les héliports n'ont pas vraiment d'intérêt pour vous, vous pouvez également les supprimer, hein, ne pas les afficher. Si vous ne pilotez pas un hydravion, bah évidemment toutes les bases aquatiques, hein, vous pouvez les supprimer également. Voilà. Ensuite, ça en petit, je ne sais pas vraiment ce que c'est, enfin bon, ça doit pas concerner beaucoup de terrain, moi j'ai tendance à pas le mettre. Voilà, ça doit concerner peut-être des tout petits terrains, un peu, je pense, des terrains avec des pistes de fortune, des choses comme ça, hein. Vous savez, on a parfois ça dans les îles, dans le bush australien ou autre. Bon, ça peut ponctuellement être utile, mais bon, on pourrait regarder d'ailleurs, hein, on pourrait jeter un œil sur l'Australie. Je ne sais pas du tout si ça apparaît ici. Si par exemple, hop, j'affiche ces trucs-là. Parce que dans le bush australien, on a ce type de terrain, mais là, vous voyez... Non, je vous avoue que ces terrains... là j'ai un petit truc. Non, je ne sais pas ce que c'est. Je vous avoue que vous pouvez le laisser cocher, hein, à vrai dire, ça ne surcharge pas vraiment l'affichage, parce que moi je vois rien d'affiché, hein, on peut tout à fait le laisser cocher. Ce qui va nous intéresser plutôt, ce sont les terrains ici, ces deux premières options qui sont assez intéressantes. Le premier, c'est les terrains qui sont équipés avec des pistes endurant, hein, des pistes revêtues. Donc évidemment, ça va être tous les gros aéroports. Hein. Tous les gros aéroports, les aéroports également de taille moyenne, voire de taille plus modeste, hein, mais qui sont équipés en piste dure, vous les avez. Donc ça c'est quand même important, si vous volez, hein, de pouvoir les afficher. Généralement, je conserve de cocher également ceux où il n'y a pas de procédure. Encore que, ça dépend, parce que moi je vole avec des avions légers.
S'il n'y a pas de procédure, je fais une approche à vue, ça ne me pose pas de problème. Si vous pilotez de très gros appareils, si vous pilotez des liners, les terrains qui ne sont pas équipés de procédure, je ne sais pas, c'est peut-être plus rare qu'on se pose là-dessus. Je ne pense pas que les pistes soient vraiment adaptées. Bon, après, c'est à vous de voir. Donc les pistes en dur, c'est important. Les pistes en dur, c'est important de les afficher parce que ça va représenter quand même énormément des terrains quand même sur lesquels on va se poser. Vous avez une deuxième option ici, c'est d'afficher les pistes avec en soft, avec une surface avec des pistes en soft, c'est-à-dire des pistes non revêtues. Ça va être par exemple de l'herbe ou de la terre battue, ou du sable, ou de ce que vous voulez. Alors on peut tout à fait afficher ces terrains-là, et que cela. Alors évidemment, en général, ce sont des petits terrains. Alors vous voyez que quand vous êtes sur un zoom assez éloigné, ça n'apparaît pas, et quand vous zoomez un peu plus proche, ces terrains apparaissent. Vous voyez, ils sont ici. Ce sont ces petits ronds. Les autres, avec une piste en dur, ils apparaissent avec une symbolique différente. Vous voyez que vous avez, c'est un cercle barré qui vous indique d'ailleurs l'orientation de la piste, l'orientation d'une piste. Ça, c'est une piste en dur. Un rond comme ça, c'est une piste. Ce sont des pistes non revêtues. Si vous avez un doute sur les légendes, et c'est tout à fait normal, vous avez ici une petite fenêtre qui va vous assister et qui va vous donner toute la symbolique, toute la légende. Voilà. Je ne vais pas tout détailler, vous vous en doutez. Voilà, sur 2 onglets. Alors, petite précision, ces choses-là, ici, ça va vous indiquer les terrains qui ne sont équipés que de pistes non revêtues. C'est-à-dire que si vous avez un terrain qui possède les 2 types de pistes, de la piste revêtue, du macadam et de l'herbe, ça sera considéré ici dans la première option. Donc faites bien attention à ça quand même, à bien comprendre la nuance. Surface dure, c'est un terrain ce sont les terrains qui possèdent au moins une piste en dur, mais éventuellement des pistes non revêtues. Le deuxième filtre, ça ne concerne que les terrains qui ne possèdent que des pistes non revêtues, et uniquement ça. Voilà. Vous pouvez également ici sélectionner par rapport à la longueur de la piste. Si par exemple vous avez besoin d'un terrain qui a une piste assez longue, imaginons par exemple, je ne sais pas, 3000 pieds de long, eh bien vous pouvez sélectionner avec ce filtre. Voilà. Donc tous les terrains qui sont équipés de pistes plus courtes n'apparaîtront pas. Ces options sont mémorisées, c'est gardé en mémoire. Vous pouvez également afficher les VOR. Donc les VOR, vous les avez ici. Vous pouvez afficher les balises NDB. Alors attention à ne pas trop afficher de choses parce que rapidement, ça peut devenir quand même assez surchargé. On a parfois le problème. Voilà, quand on dézoome, alors quand on est proche ça va, mais quand on dézoome, méfiez-vous quand même de certaines options d'affichage qui deviennent rapidement assez difficiles à gérer. Vous pouvez également afficher ici les ILS, les directions des ILS. Voilà, avec tout le détail. Tout le détail. Voilà. Pourquoi pas. Vous pouvez afficher les circuits d'attente. Alors enfin, les afficher comme ça n'a pas trop d'intérêt. Ça va avoir de l'intérêt quand vous avez fait un plan de vol, évidemment, et que vous retrouvez ces attentes dans votre plan de vol. Vous pouvez afficher ici ce qu'on appelle les MSA, c'est les altitudes minimales par secteur. Alors là également, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, ça a de l'intérêt de les afficher dans le cadre d'une procédure, si vous vous intéressez à ce secteur en particulier. Voilà, donc on vous dit ici que c'est 2500 pieds, vous voyez, et dans un rayon de 25 nautiques. Alors le rayon de 25 nautiques, vous pouvez l'afficher, vous faites un clic droit ici, vous faites ici Add Range Rings, voilà, vous pouvez afficher des anneaux. Alors là, vous pouvez mettre des valeurs, vous pouvez même mettre, alors vous voyez 25 nautiques, mais vous pouvez faire plusieurs anneaux. Par exemple, vous pouvez faire 25 et 30, imaginons, pourquoi pas. Vous faites OK, et automatiquement,
ça devrait vous les afficher. Alors on va recommencer. Alors, si on fait que 25 par exemple. Bon bah là, ça... Ah si, voilà. J'avais pas assez dézoomé. Vous voyez, vous avez ici hein, donc un secteur voilà, de 25 nautiques par rapport à votre point. Hein, donc 2500 pieds. Voilà. Hein, donc dans ce secteur-là, hein, normalement, vous avez une altitude minimale de sécurité de 2500 pieds. Donc, vous avez la ville de Rouen juste là. Hein. Vous pouvez faire plusieurs anneaux. Alors pour enlever un anneau comme ça, vous allez dessus, vous faites un clic droit et vous faites Remove Range Rings. Vous pouvez également mesurer une distance. Hein. Vous allez sur un point ici, vous faites un clic droit, vous faites mesurer la distance et là, hop, automatiquement, voilà, ça vous dit par exemple qu'entre ces deux terrains, vous avez 36 nautiques. Voilà. Ça vous donne même un cap. 83 degrés hein, en cap magnétique. Ça peut être utile. Les anneaux ici hein, de range, vous pouvez normalement en afficher plusieurs. On peut faire par exemple 5, 10 et 12. Bon, pourquoi pas. Vous faites OK. Et ça va vous les afficher. 5, 10, 12. Ah, vous voyez, on peut s'amuser comme ça. Ça peut servir par exemple pour mesurer des distances. Pour voir également éventuellement le range hein, de votre appareil, si vous avez un appareil qui a un range, je sais pas, de 500 nautiques, hein, bah vous pouvez tout à fait afficher un anneau de 500 nautiques. Attendez, là j'ai fait une bêtise. Hop, on peut enlever, toc. On peut ajouter ici, par exemple, imaginons, on peut faire 500. Oh zut, je vais pas y arriver. On enlève. Bon, normalement, ça se fait du premier coup. Hein. Je suis sûr que vous serez beaucoup plus adroit que moi. Voilà, 500 nautiques, ça va vous montrer à peu près où votre appareil hein, peut se rendre. Alors, il faut dézoomer, hein, voilà. Donc, vous voyez qu'avec 500 nautiques, hein, vous avez quand même une belle... vous pouvez couvrir une belle zone avec votre appareil. Bon, ponctuellement, hein, c'est une petite option qui peut s'avérer utile. Donc, alors, vous remarquerez que quand vous passez votre souris sur un point comme ça, alors ça peut être un aéroport, une balise, hein, ça peut être à peu près n'importe quoi, vous avez ici hein, une espèce de menu contextuel qui s'affiche, hein, une espèce d'infobulle qui s'affiche et qui vous donne tout un tas d'informations sur le point en question. Ici c'est un terrain, donc on vous donne les métars, les conditions météo, etc., etc. Si vous cliquez dessus, automatiquement, vous avez des informations qui vont s'afficher ici. Alors, vous voyez qu'ici, c'est un terrain. Donc, on va vous dire, Bembridge, voilà, le code, hein, le code ICAO. Et vous avez tout un tas de choses, hein, les pistes, etc. etc. Alors, vous pouvez aller plus spécifiquement, vous avez des onglets hein, pour les pistes. Vous voyez que là, vous avez une piste en herbe, hein, la 0523. Et vous avez la 1230 qui est en béton. Vous avez les longueurs, les largeurs de piste, etc. Éventuellement la communication. Alors vous avez des fréquences. Les procédures. Alors là, il n'y a pas d'approche, il n'y a pas vraiment de procédure sur ce terrain. On pourra en prendre un autre peut-être. Hop, on double-clique dessus. Bon, pas d'approche non plus. J'ai pas de chance. Ah là j'ai peut-être plus de chance. Voilà, là on a des procédures qui s'affichent ici. On a les pistes, on a toutes les fréquences de communication. Là on est sur un plus gros terrain. Hein. Vous voyez que vous avez plein d'informations. Vous avez également ici les aides à côté. Voilà, bon, vous avez comme ça, vous pouvez aller vous amuser à explorer hein, toutes ces choses-là. Vous avez également ici hein, des informations qui s'affichent sur les procédures. Les aides à proximité, hein, vous avez une balise NDB, vous avez... Alors là, je ne sais pas sur quel terrain je suis allé me mettre. Si par exemple on va sur
ce terrain-là. C'est peut-être pas une bonne idée. C'est pas un terrain militaire, ça, Redon. On va pas aller, ouais, on va aller sur Rennes plutôt, parce que Redon, je crois que c'est un terrain militaire. Je me semble que c'est un terrain militaire. Voilà, ici vous avez les procédures. Vous avez les balises à proximité. Vous avez éventuellement, alors là on est sur autre chose. Voilà. Vous avez pas mal d'informations. Vous pouvez aller chercher ici. Alors, vous pouvez faire une recherche ici sur un aérodrome. Hein. Alors par exemple, soit par le code ICAO, hein. Par exemple LFRS, hein, c'est Nantes, voilà. Il vous l'affiche. Donc ici, vous allez cliquer 2 fois dessus. Automatiquement, vous vous centrez sur le terrain et ça vous affiche ici les infos. Vous pouvez faire la même chose. Alors, vous pouvez rechercher par nom, etc. Vous pouvez faire également la même chose hein, avec ici des aides comme ça, voilà, LGL, hein. C'est un VOR DME, pareil, hein, vous allez vous mettre dessus, et là automatiquement vous voyez, hein, c'est le VOR de l'aigle, vous avez des informations. Hein. Alors notamment vous avez les fréquences, hein, la fréquence de la balise, vous avez sa portée, 60 nautiques, son altitude, la déclinaison magnétique au niveau de la balise, ça peut être utile. Et vous avez également toutes les voies aériennes qui transitent, alors là vous en avez un paquet, hein, qui transitent ici par ce point. Vous voyez, hein, c'est un outil assez puissant. Hein, cette fenêtre ici de recherche, hein, vous pouvez rechercher après des procédures pour un aéroport, enfin bon, c'est très très complet. C'est un logiciel extrêmement puissant. Vous pouvez rechercher un aérodrome par nom. Vous pouvez effacer votre recherche comme ça, hein, avec la croix. Si vous cherchez par exemple Paris, bah vous voyez que ici, hein, vous avez plusieurs aéroports possibles. Hein. Vous avez Paris-Charles de Gaulle. Celui-là, c'est un héliport. Je ne sais pas où il est. Vous avez ici les Moulineaux, Paris-Le Bourget, Paris municipal, je pense que c'est pas en France. Hein. Vous pouvez aller cliquer dessus, hein. Il va vous l'afficher, voilà. Bon, par exemple, hein. Vous voyez que là, vue d'ensemble, voilà. C'est aux États-Unis. Je crois que c'est au Texas d'ailleurs. Paris, je sais qu'il y a un Paris au Texas. Ça doit être celui-là. Voilà, donc vous avez comme ça un moyen très puissant, hein, de recherche. Vous pouvez également rechercher les pistes, hein, encore une fois, les communications, les procédures. Bon, bah là, je pense qu'il n'y en a pas vraiment. Hein, ça ne doit pas être un très gros terrain. Et puis peut-être que toutes les approches ne sont pas, enfin toutes les procédures ne sont peut-être pas toujours répertoriées dans Little Navmap. Hein. Il faut avoir quand même quelque chose qui soit à jour. Vous noterez également, alors on va revenir ici sur un affichage de la carte. Vous pouvez modifier la projection. Alors, vous avez une carte ici, vous avez une projection Mercator, vous avez une projection sphérique. Bah oui, hein, la Terre elle est ronde, hein, donc quand on projette ça sur une carte qui est plate, hein, forcément il y a une déformation, il existe différents types de projections. Moi par défaut je laisse Mercator. C'est quelque chose auquel je ne touche pas, mais je vous le signale quand même. Et vous pouvez également, alors ça peut être parfois ponctuellement intéressant, vous pouvez modifier le fond de carte. Alors ici c'est OpenStreetMap, il y en a d'autres, hein, il y a OpenTopomap. OpenTopomap, je trouve que ça peut être intéressant quand vous avez besoin de regarder le relief. Alors, si par exemple vous allez voler aux États-Unis, où il y a pas mal de relief comme ça, il y a des chaînes montagneuses assez longues. Ça peut être intéressant, hein, des fois de visualiser le relief, parce que quand vous êtes en OpenStreetMap, c'est vrai qu'on voit rien du tout. Alors néanmoins, pour le relief, vous avez l'arme absolue, voilà, hein, vous avez ce truc-là, qui permet d'afficher ici, hein, ce qu'on appelle les MORA, sont les altitudes de sécurité par secteur, enfin par tuile ici.
Donc quand vous faites un plan de vol, ça peut être utile. Ça surcharge évidemment l'affichage, hein, mais ponctuellement, ça rend de sérieux services. Il y a d'autres affichages que j'utilise en général pas. Alors vous avez des choses qui nécessitent des abonnements, des inscriptions, des choses comme ça, donc bon, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Vous avez ça, bon voilà, bof bof, hein, moi personnellement ça m'intéresse pas. Ici vous pouvez cacher les noms de villes, hein, si jamais ça vous embête, vous pouvez le cacher avec ça. Bon, c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise. Vous avez éventuellement ces deux-là, qui peuvent être intéressants. Alors pourquoi? C'est parce que parfois si vous avez un environnement qui est un peu trop chargé, hein, si vous cherchez par exemple des points, des balises, des terrains, des routes aériennes, des choses comme ça, c'est vrai que quand vous avez un environnement par exemple comme ça, c'est un peu compliqué. C'est vrai que parfois c'est un peu trop contrasté, c'est un peu trop chargé, on ne voit pas toujours très bien ce qu'on cherche. Hein, par exemple, si vous affichez des routes aériennes, oui, voilà, hein, vous affichez des routes aériennes, alors vous pouvez afficher les routes Victor, les routes basses, les routes jet, hein, les routes hautes, voilà, les routes transatlantiques aussi. Si vous affichez ça et que vous êtes là, vous voyez que c'est pas très lisible, hein, on s'y perd. Donc, alors avec un OpenStreetMap, c'est quand même plus clair, mais c'est vrai que avec un truc comme ça, bah là tout de suite, hein, ces routes, voilà, elles sont mises en évidence, hein, on les voit beaucoup mieux. Alors vous voyez qu'également, avec les routes aériennes, si vous mettez la souris dessus, hein, vous avez les informations. Vous pouvez également cliquer dessus, ça va vous afficher ici ces routes. Alors à ce propos, et ça peut être intéressant, parce que vous voyez que les routes, hein, quand on veut les afficher, c'est pas toujours hyper clair. Ça ressemble plus à une toile d'araignée qu'autre chose. Si vous avez par exemple une route qui vous intéresse, comme celle-ci, hein, imaginons la Victor 536 ici, hein, vous pouvez cliquer ici sur carte. Ouais, ça vous la met ici un peu en surbrillance, avec tous les points. Si maintenant vous allez recliquer sur votre bouton et que vous allez masquer vos routes, et bien la route que vous avez mis en surbrillance ici, elle reste affichée. Donc ça c'est pas mal. Après vous pouvez retourner sur un affichage éventuellement plus classique, hein. Vous voyez votre route ici elle reste affichée. Donc ça, ça peut être une option intéressante. Si vous voulez la masquer, hein, il suffit d'aller ici, hein, supprimer les voies aériennes et le marquage des routes. Voilà. Vous pouvez également afficher plusieurs routes simultanées. C'est-à-dire qu'on va revenir sur les routes Victor. Hein. Si celle-ci vous intéresse, vous pouvez l'afficher. Toc. Voilà. Si vous en avez une autre ici, je ne sais pas, n'importe laquelle qui vous intéresse, hein, je ne sais pas, celle-là, vous pouvez l'afficher également. Voilà. Quand vous masquez ensuite les autres routes, vous voyez vos deux routes ici, elles restent affichées. Avec tous les fixes, avec tous les points. Alors les fixes, hein, vous pouvez ici les mettre en évidence. Hop, hop, hop. Normalement, ça devrait... Voilà. Alors, voilà, vous avez un point qui s'appelle chimie. Vous en avez un autre ici. Alors là, bon, là, il faut aller dessus parce que malheureusement, la dénomination du point est cachée. Celui-là, il s'appelle anime. Voilà, vous pouvez même ici l'afficher. Hein, voilà. Vous avez la position, etc. Enfin, voilà, vous pouvez vous amuser comme ça. Hein. Alors, il y a énormément d'options comme ça hein, qui sont disponibles. Vous pouvez afficher également une rose des vents. Et vous pouvez même centrer cette rose des vents sur votre avion quand il avance, hein, parce que je vous rappelle que vous avez la possibilité de connecter, hein, ici. Vous pouvez connecter hein, avec Xplane, hein, vous pouvez connecter. Alors là, moi, j'ai pas de... Xplane n'est pas lancé, donc ça ne fonctionnera pas, mais vous pouvez vous connecter. Hein. Vous avez d'ailleurs une option de connexion automatique. Ça marche également avec les autres simulateurs que sont FSX, P3D et MFS. Là, vous avez le bouton d'options. Vous pouvez modifier certaines interfaces, hein, certaines choses. Pourquoi pas. Et ça, c'est pour mettre à jour vos ERAC. Alors, quand vous mettez à jour vos ERAC, hein, vous allez ici, hein, il faut également resynchroniser Little Navmap avec votre simulateur. Vous allez dans charger, mais ça, je vous l'ai montré dans la première vidéo. Je ne vais pas revenir dessus.
Vous pouvez afficher les grilles, hein, voilà la grille ici sur la carte. Vous pouvez afficher ça, on l'a vu, les altitudes, hein, les moras. Vous pouvez afficher des données météo. Alors, ça, ce sont des... voilà. Hein, ici des petites données météo qui sont disponibles. Alors, pour avoir la signification de ces choses-là, eh bien, il faut aller faire apparaître hein, ici votre fenêtre de légende, et vous allez chercher, et vous allez trouver. Voilà. Vert, voilà. Hein, c'est quand c'est un rond vert, vous avez ici hein, les règles de vol à vue. Alors, attention, couverture nuageuse. Alors là, par contre, je vous avoue, je sais pas trop. Ça, c'est le vent. Là, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Quand on a un truc comme ça, par exemple, c'est quelque chose que personnellement j'utilise pas. Non, alors c'est ciel couvert. Là, c'est un ciel fragmenté. Ciel fragmenté. Si par exemple, hop, on affiche notre terrain, qu'est-ce qu'il nous dit? Normalement, le métard doit s'afficher. Ouais, scattered, hein, SCT au 0,70, au niveau 0,70, broken au 130. Hein, donc effectivement, il y a des nuages à cet endroit-là, et vous avez du vent également. Alors ici, hein, le métard nous dit qu'on a un vent de 13 nœuds au 120. Donc, bah ouais, comme ça, hein, il est du 120 à peu près comme ça. Enfin, 120, il est orienté sud, il vient du sud-est. Et on a des rafales, hein, j'ai vu gust. Hop, alors attendez, il faut que je remette ma petite infobulle. 20 nœuds. Hein, on a des rafales à 20 nœuds, donc qui viennent du sud-est. Voilà. Ici, lui, il vous dit une dizaine de nœuds. Hein, une dizaine de nœuds plutôt sud-sud-est. Mais bon, après, voilà, hein, ça s'interprète plus ou moins. Ça reste quand même un peu basique. Vous pouvez également afficher ici vos barbules de vent. Hein. Alors, vous pouvez sélectionner soit l'altitude de croisière de votre plan de vol. Hein. Vous pouvez également afficher ici par tranche d'altitude, par exemple à 5000 pieds. Voilà, les barbules, elles sont ici. Hein. Donc je vous rappelle, hein, un trait c'est 10 nœuds, un demi-trait c'est 5 nœuds, un triangle c'est 50 nœuds. Donc ici vraisemblablement ça doit être, je pense que c'est 5 nœuds, c'est 10 nœuds peut-être, ça doit être 10 nœuds, c'est vrai que je crois que c'est 10 nœuds ça. Ouais. Alors là vous voyez, hein, on est à 25 000 pieds, bon, on est haut, on a 45 nœuds de vent et le vent est orienté du sud-ouest. On peut afficher, alors ça on va les masquer, aucun. Vous pouvez afficher également les zones de jour et de nuit. Ça peut être utile, hein, pourquoi pas. Voilà. On va masquer un peu l'affichage, voilà. Alors, vous voyez, voilà, le jour et la nuit. Hein, voilà, puis les zones intermédiaires. Pourquoi pas, ça peut être utile. Voilà. Ah, donc vous voyez qu'avec ça, hein, vous pouvez gérer les terrains, les balises VOR, les balises NDB, les fixes, éventuellement les ILS, les circuits d'attente quand vous avez des procédures, les altitudes minimales par secteur, les routes Victor, hein, qui sont les routes basses, les routes Jet qui sont les routes hautes, hein, donc au-dessus du niveau de vol 180, enfin à partir du niveau de vol 195, les routes ici sur l'Atlantique, hein, entre autres. Ça, je vous avoue que je crois que ça ne fonctionne pas dans cette version du logiciel, ou en tout cas, j'ai pas compris comment ça fonctionnait, ou en tout cas pas avec ce fond de carte là. Vous pouvez afficher également, voilà, alors ça, ce pointillé là, c'est le parcours de votre appareil. Hein. Quand vous êtes connecté à votre simulateur, votre appareil, quand il vole, il laisse, hein, voilà, il laisse une trace hein, sous forme de pointillé que vous pouvez masquer ou afficher. Voilà. Ça c'est la rose des vents. Vous pouvez également afficher les espaces aériens.
Alors les espaces aériens, je vous le signale pour mémoire, je ne sais pas si ça intéressera beaucoup de gens, mais ça peut être ponctuellement utile. Dans la bibliothèque de scène, hein, ici, vous pouvez aller chercher une bibliothèque des espaces aériens. Moi j'ai mis utilisateur, mais vous pouvez avoir Navigraph, simulateur également. Alors, vous pouvez aller télécharger différents trucs. Vous pouvez d'ailleurs télécharger vos propres espaces aériens hein, dans le wiki. Hein. Là, normalement, si vous tapez peut-être espace d'ailleurs, peut-être que ça passe. Ouais, c'est un peu, il y a un peu beaucoup de choses. Alors si je tape espace aérien, peut-être. Les espaces aériens. Normalement, vous avez la possibilité d'aller télécharger des espaces aériens d'un pays concerné. Bon, éventuellement, si vous voulez quelque chose de détaillé, bon là apparemment ça fonctionne pas. Peut-être que le lien est un peu ancien, mais c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Préparer son vol. Bon. Voilà, c'est peut-être plutôt ça. Les espaces aériens. Donc faudra aller creuser là-dedans. Voilà, bon. C'est pas l'objet ici, hein, mais vous pouvez, il y a une possibilité sous Xplain d'aller télécharger vos propres espaces aériens et d'utiliser vos propres espaces aériens avec des choses qui sont notamment mises à jour. Alors je pense que si vous utilisez Navigraph, normalement ça doit être à jour ou sensiblement à jour. Donc voilà, c'est éventuellement pour des gens peut-être qui n'auraient pas Navigraph et qui seraient soucieux de ces questions-là. Maintenant c'est vrai que bon, c'est quand même une minorité, je pense, de gens qui volent. Beaucoup de gens ne s'occupent pas des espaces aériens, donc on ne va pas y passer trop de temps. Les espaces aériens, c'est un peu comme les terrains. Vous avez un bouton ici qui est un bouton on-off, et vous avez des filtres. Vous pouvez afficher. Alors là, il faut par contre afficher vos espaces. Voilà, il faut activer ça. Sinon, les boutons ici, vous n'y avez pas accès. C'est peut-être un petit bug d'ailleurs de cette version. Vous pouvez les afficher par classe. Classe C, ce que vous voulez. Voilà, la classe A, ce sera sur la région parisienne en France. Vous pouvez afficher ici alors, des zones restreintes, des zones interdites. Alors rapidement, ça devient assez problématique. Voilà, les espaces aériens, je ne vais pas y passer trop de temps parce que bon, je pense que ça intéresse assez peu de monde. Et ça va barber beaucoup de gens. C'est dommage parce que c'est intéressant. J'avais fait une série de vidéos là-dessus. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Mais bon, voilà, je vais pas insister. Voilà, vous pouvez, vous avez ces espaces aériens qui s'affichent comme ça. Alors, vous pouvez tout à fait les cliquer dessus. Vous voyez, ça apparaît ici. Voilà. Vous pouvez également laisser la souris dessus et ça apparaît. Alors vous avez tous les espaces aériens. Alors si vous allez ici sur carte, ça vous les met en surbrillance. Voilà, puis ça vous zoome dessus. Alors, vous voyez que cet espace aérien, il est en classe A, normalement. Et il est situé au-dessus, alors contrôlé au-dessus de 18 000 pieds, au-dessus du niveau de la mer. Pas de VFR. Autorisation ATC requise, classe A, voilà. Alors, alors là c'est bizarre, ouais, il met un truc, non, alors c'est plutôt, alors cet espace-là, en fait, cette zone-là, elle est contrôlée de 1500 à 2500 pieds. L'espace contrôlé. Ça au-dessus, n'en tenez pas compte. Parce qu'en fait, le VFR doit être interdit au-dessus de 18 000 pieds, mais ça me paraît plutôt normal. Voilà, alors, donc ici. Vous pouvez comme ça mettre en surbrillance ces terrains-là. Vous pouvez enlever, voilà, les décocher avec cette option-là, supprimer le surlignage, et vous pouvez comme ça, hop, activer n'importe quelle zone et voir les caractéristiques. Classe A de 4500 à 6500 pieds, etc., etc. Bon,
Ça c'est pour les gens vraiment que ça intéresse, hein. Vous pouvez afficher comme ça par classe, hein. Vous pouvez par exemple cocher les classes CDE par exemple, hein. Voilà. Alors vous allez retrouver notamment les TMA, les CTR, hein, des choses comme ça au-dessus des terrains, si vous affichez les terrains. Voilà, par exemple, ici, c'est quoi ce terrain-là? C'est l'Orient. Le terrain de l'Orient. Bon voilà, si vous avez ici probablement, hein, vous avez je pense un espace aérien en classe D. Voilà. Qui va de 2500 à 19 500 pieds. Alors c'est pas une CTR, hein. Ça c'est pas une CTR. Ici, ça va de 11 500 à 19 500. Là, ça va de 2005. Voilà, bon, on peut comme ça s'amuser à mettre en évidence ces espaces aériens et à voir leurs caractéristiques. Voilà, bon, c'est vraiment si vous utilisez ces choses-là. Sachez que vous avez quand même pas mal de... Vous êtes quoi vous amuser, hein. Voilà, je ne vais pas trop insister là-dessus parce que je pense que ça ne concerne pas beaucoup de gens. Voilà, je pense qu'on a vu un petit peu l'ensemble de l'affichage. Il y a des choses ici qu'on n'a pas abordées pour une raison très simple, c'est que ça concerne des plans de vol. Alors, toutes ces options-là, hein, tous ces boutons-là, concernent principalement ça concerne les plans de vol en fait, hein, l'élaboration d'un plan de vol. Et ça, on va pas le faire maintenant. Ça fera l'objet d'un tutoriel, peut-être de 2 tutoriels d'ailleurs. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais sachez que voilà. Donc vous voyez que c'est un logiciel extrêmement très facile à prendre en main, hein, très intuitif. Les terrains comme ça, je vous le dis, en forme de cible, ce sont des terrains militaires. Hein, si vous allez cliquer dessus. Aérodrome, hein, là il vous le dit pas vraiment. Il vous le dit pas vraiment, mais il devrait vous le dire normalement. Vue d'ensemble, peut-être en allant dessus simplement. Infrastructure, non, il vous le dit pas. Bon, mais normalement c'est un terrain militaire. C'est pas ouvert à la circulation aérienne civile. Si c'est marqué là, voilà, 3D militaire. Ah, oui, militaire. Alors, en forme de cible ou de cocarde, hein, c'est facile à retenir, c'est militaire. Bon, après en simulation, hein, rien ne vous empêche d'aller vous poser sur un terrain militaire, mais enfin, dans la réalité, c'est pas forcément le cas, à moins bien sûr que vous pilotiez un appareil militaire. Pourquoi pas? Ah, là, ça peut être permis. Voilà. Vous voyez que vous avez quand même un logiciel extrêmement pratique, hein, extrêmement puissant, avec énormément d'options. Voilà. Alors attention à ne pas afficher trop de choses, hein, encore une fois en même temps, parce que d'une part ça va rendre rapidement votre affichage assez lourd à gérer, à voir. Et alors moi j'ai un PC qui n'est pas hyper costaud, hein, qui commence à dater un peu, et je sais que quand c'est vraiment très chargé au niveau de l'affichage, hein, si je mets trop de choses, ça a tendance à laguer un peu, hein, c'est saccadé. Hein, donc n'hésitez pas à alléger un petit peu, hein, tout ce dont vous n'avez plus besoin. N'hésitez pas à le masquer. Voilà pour cette première phase de prise en main. Donc vous pouvez tout à fait maintenant, hein, je pense, vous faire un environnement qui vous convient. On a vu quand même pas mal de petits boutons. Il y a des choses que j'ai pas été vous détailler parce que vraiment... bon, ça relève un petit peu de l'accessoire, hein, mais bon, après, libre à vous, bien sûr, d'aller vous amuser à chercher les choses. Mais on a vu, je pense, l'essentiel. Bien sûr, hein, il y a certains boutons que j'ai soigneusement évité de commenter parce que là, on rentre vraiment dans l'élaboration d'un plan de vol. Avec Little Navmap, c'est à la fois très facile, mais c'est quand même aussi assez complexe. Hein. C'est pas difficile en soi, mais il y a pas mal de choses à voir. Hein. Donc on abordera ça, je pense, ultérieurement et peut-être sur 2 tutoriels, parce que c'est vrai que bon, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Soit je vous fais un tutoriel un peu long, soit je fais 2 tutoriels plus courts.
Je ne sais pas du tout comment je vais présenter les choses. Donc voilà. Alors, donc pour l'instant, je suis un petit peu dans l'expectative. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. Comme toujours, je vous remercie pour votre fidélité et pour votre immense attention. Voilà. N'hésitez pas à utiliser ce logiciel, à l'explorer un petit peu. Il est vraiment super. Hein. C'est vraiment un très très beau cadeau qu'on vous fait. Voilà. Je vous dis donc à très bientôt pour une troisième vidéo de toute façon, hein, que je vais probablement consacrer au moins une première vidéo, hein, que je vais consacrer au plan de vol, à l'élaboration d'un plan de vol, et on verra certainement plusieurs techniques, on verra plusieurs choses, parce qu'il y a différentes façons de procéder, donc il n'y aura probablement pas qu'une seule vidéo. Voilà, donc pas trop d'impatience, parce que ça prend quand même un petit peu de temps. On va rentrer dans le vif du sujet. Là, on est resté en surface. Hein. On va après rentrer un peu plus dans le vif du sujet. C'est vrai que bon, j'aimerais vous présenter les choses à peu près correctement. Voilà, je vous remercie, hein, et je vous dis donc à très bientôt.